16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, 50 ans de scène, pilier du théâtre français, metteur en scène, comédien, dramaturge. Alain Sachs a marqué plusieurs générations avec la mise en scène notamment de plusieurs spectacles comme Le Quatuor, La femme du boulanger avec Michel Galabru, Les noces de Figaro ou encore Cyrano avec Arnaud de Samer. On va bien sûr le détailler dans un instant. Il était chroniqueur pendant des années dans les émissions de Laurent Ruquier à France Inter, Europe 1 ou encore jury dont On demande qu'à en rire. Notre invité Alain Sachs vient nous voir aujourd'hui pour son livre Je m'en fous, je dis tout, aux éditions Nouveau Monde. La mise en scène également de son spectacle écrit Et la lumière fut au théâtre de Passy. Un programme bien chargé pour découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Alain Sachs. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui en direct sur notre antenne. Je suis ravie de décortiquer votre vie dans cet ouvrage où vous dites tout et où on s'en fout. C'est ce que vous dites. Absolument. Je suis arrivé à un âge canonique où on peut tout dire. On peut tout dire. Eh bien, on va essayer de décortiquer ensemble avec l'ADN de cette émission qui est au-delà de tout ce qu'on peut se dire. Tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous avez fait. Et alors, on démarre avec le début. Toujours le début. Vous êtes né un 26 juillet, je crois savoir, dans les années 50, dans le 16e arrondissement de Paris, où vous avez grandi avec vos frères Bertrand et Daniel, ainsi que vos parents, Jean-Pierre, sous-directeur d'un hôtel, l'hôtel Royal Monceau à Paris, et votre mère, Elisabeth, photographe d'art. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une belle enfance, notamment grâce à une grand-mère. Vous savez que les grands-parents, souvent, sont... Finalement, c'est eux qui vous élèvent. Moi, j'avais une grand-mère extraordinaire. Mémé, absolument. Et j'ai eu une enfance confortable dans le 16e arrondissement, avec un début au lycée Janson de Sailly, afin de m'en faire virer. Mais ça a été une enfance heureuse. Voilà. On va en parler dans un instant du lycée Janson de Sailly. Mais d'abord, tout petit, cela fait de vous quel genre de petit garçon ? Oh, je crois que j'étais assez sympathique. Probablement assez turbulent, parce que déjà passionné par plein de choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la scolarité. Donc j'étais un cancre accompli, mais sympathique, je pense. Et passionné de poésie. Absolument. C'est arrivé quand, comment ? Je crois, alors, par la découverte, comme beaucoup de jeunes gens, de Jacques Prévert. Jacques Prévert a été pour tellement de gens le sésame ouvre-toi, pas seulement de la poésie, de la littérature en général, cette poète si accessible, si révolté, si humain, si humaniste, et portant de telles valeurs que, voilà, alors après, suivi de Boris Vian, de plein d'autres gens merveilleux, à une époque où la poésie portait le verbe haut. Vous allez découvrir le théâtre à l'âge de 7 ans grâce à votre mémé, puisque vous l'appelez comme ça dans votre ouvrage, qui rêvait elle aussi de devenir comédienne. Absolument. Est-ce que vous diriez que c'est elle qui vous a donné la flamme ? Ah, c'est sûr, absolument. Je me rappelle de mes deux premières sorties, quasiment comme si c'était hier. Les premières, c'était au Guignol du Luxembourg, qui existe toujours. C'est un vrai petit théâtre de marionnettes dans les jardins du Luxembourg, où j'ai été tout de suite happé et fasciné par le monde de Guignol. Et puis, très vite, elle m'a emmené au théâtre, à une époque où il n'y avait pas de spectacle pour enfants ou pour jeunes publics. Elle m'a emmené voir Le Malade imaginaire, au théâtre Mouffetard. Et je pense que là, j'ai eu la piqûre et que c'était pour la vie. La piqûre, vous confectionnez le plus beau chapiteau dans son salon, c'est ce que vous racontez dans ce livre-là. Et avec vos frères, elle vous appelait mes petits cocos. Oui. Mais je crois que dans cette volonté de poursuivre cette carrière, c'est Rintintin et La piste aux étoiles qui ont fini de vous convaincre. Racontez-nous ça. C'était... Bon, alors, il faut se remettre à une époque où il y avait une seule et unique chaîne de télévision. Donc, toute la France regardait le même programme. C'est absolument inimaginable aujourd'hui que toute la France ne regardait qu'un seul et unique programme. Et donc, c'était pas 24 heures sur 24, la télévision. Hein. C'était le soir et l'après-midi. À l'époque, c'était les jeudis où les enfants étaient... C'était pas le mercredi, la journée des enfants. Et il y avait des programmes pour enfants. Alors, les programmes pour enfants, c'était pas grand-chose, notamment Rintintin, le feuilleton avec ce chien merveilleux, et Rushdie, le jeune garçon. Et bon, c'était une fenêtre vers la fiction, vers la magie. Et puis, La piste aux étoiles, le soir,
Le cirque, absolument. Roger Lanzac, le cirque d'hiver, toutes ces machines à rêve qui vous happent définitivement. Et pour toujours, parce qu'on va voir que de votre vie, vous avez fait une carrière dédiée totalement au théâtre. Au fur et à mesure, on va l'évoquer dans cette émission. Une aparté tout d'abord, à 12 ans, vous le racontez, vous avez été recherché par toutes les polices de France pour une bêtise, un léger retard pour prendre le train. Jusque-là, rien d'assez incroyable, sauf que vous allez faire la rencontre d'un homme et d'une femme qui vont vous dire « vous inquiétez pas, je vous amène ». Et c'est en voyant la police qui va vous interroger que vous allez apprendre quand même certaines choses intéressantes. Oui, c'est-à-dire que je devais rejoindre mon camp éclaireur de France. Alors moi j'étais aux EDF, éclaireurs éclaireuses de France. C'est-à-dire c'était pas les EI, c'était pas les protestants, encore moins les catholiques, mais c'était laïque et mixte. Mais surtout, c'était l'occasion pour moi de première scène, puisque les veillées me permettaient déjà de faire des choses. Et donc, j'ai raté mon train. Quand je suis arrivé sur le quai de la gare, le train s'éloignait, mais il était hors de question pour moi de rater un week-end et surtout une veillée. Et donc, je crois qu'il fondit en larmes, presque de désespoir. Et là, un monsieur m'a abordé, il m'a dit « Oh, mon pauvre petit gars, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui raconte mon histoire. Il me dit « Mais moi, je vais t'emmener à ta veillée scout. » Et il m'a dit « Mais d'abord, viens chez moi, on va passer la soirée ensemble. Ma femme va arriver, je vais te donner à manger, on partira ce soir à la recherche. » Vous avez été conscient quand même. C'est-à-dire que c'était à une époque où, d'abord, j'étais complètement allumé, illuminé, passionné, peur de rien. Pourtant, mes parents m'avaient bien dit de ne pas accepter des bonbons de quiconque dans un train. Ça, à l'époque, c'était juste ça qu'on disait. Et effectivement, ils m'ont gardé toute la soirée. Et sur le coup de 11h minuit, ils m'ont emmené tenter de retrouver mes camarades en pleine forêt dans la banlieue parisienne. Sauf qu'entre-temps, toutes les polices de France me recherchaient parce que le chef scout avait appelé mes parents pour dire « on l'a pas vu ». Mais qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils viennent nous rejoindre demain. Et les parents ont dit, mais il n'est pas revenu, il est quelque part. Et là, donc, toutes les polices de France... Alors, à l'époque, on faisait des alertes enlèvement sur la seule radio nationale. Et donc, alors, le lundi matin, quand je suis retourné au lycée, là, il y avait toutes les polices qui m'ont interviewé pendant des heures et des heures pour essayer de témoigner de ce qui m'était arrivé, dans l'hypothèse que j'avais été... pris dans un enlèvement, ou du moins dans une répétition d'enlèvement. Parce qu'on imaginait que les rapts, à l'époque, faisaient l'objet d'une répétition générale avant de passer à l'acte. Il y avait le coup d'essai, et donc l'idée, c'était de connaître un petit peu la machine, comment ça se goupillait. Alors que ce n'étaient que des braves gens qui ont voulu me secourir. Les pauvres. À 16 ans, vous allez créer un mouvement culturel qui vous permet de privatiser des salles pour monter des spectacles exclusivement réservés à des lycéens, dont une comédie musicale culte. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment ? Oui, c'était R, le spectacle Scandale, où les artistes terminaient tout nus, enfin vaguement tout nus, hein, à la fin du spectacle. Et c'était un scandale, c'était le magnifique R, œuvre finalement tombée dans le domaine du classique presque maintenant, et avec Julien Clerc, bien sûr. Et en échange du fait que je leur apportais des salles entières de lycéens dans des représentations supplémentaires qu'ils nous donnaient le samedi, j'ai eu le droit d'assister à toutes les répétitions de R. La même chose avec les spectacles de Jean-Louis Barrault. Donc, c'était alors que j'étais lycéen, quoi. J'avais 15-16 ballets. Et on va voir que vous allez avoir votre regard critique à un moment donné, parce que vous allez rencontrer des fortes personnalités qui vont vous inviter à manger. J'ai l'impression que ça se passe assez souvent comme ça. Oui, j'avais un culot monstre, pourtant je suis timide. Je crois que je le suis resté d'ailleurs, comme beaucoup d'artistes, hein, et particulièrement les plus... Il y avait des fois des humoristes comme ça qui sont toutes voiles dehors dès qu'ils sont sur scène et qui sont en fait totalement timides en dehors. Et moi, j'allais au théâtre quasiment tous les jours, voir des spectacles, et j'ai eu le culot un jour à la Comédie Française où j'allais voir La Reine Morte avec François Chaumette, Michel Etcheverry, Geneviève Casil. Et un jour, j'ai été scandalisé par la mise en scène. Alors j'ai attendu Michel Etcheverry et François Chaumette à la sortie pour leur dire mon courroux, mon mécontentement devant la mise en scène. Ils étaient hallucinés. Ils m'ont dit « Attends, toi gamin, viens avec nous, on va t'inviter à dîner, tu vas nous raconter ça. » Et c'est comme ça que j'ai passé un dîner absolument extraordinaire avec ces deux maîtres du théâtre. Vous allez intégrer le Club des poètes qui officie toujours, je crois, pour la parenthèse. Mais votre première création, est-ce que ce ne serait pas le Molière imaginaire grâce à un professeur de français ?
Oui, alors j'ai écrit ma première pièce à 15 ans, grâce... alors, j'étais un cancre, et il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Blais, qui avait, bien avant les classes pratiques, les classes de transition, toutes les recherches pédagogiques, s'était imaginé que peut-être les gamins qui étaient des cancres, c'était peut-être un problème d'adaptation à ce qui leur était proposé dans le milieu scolaire. Et donc, il a fait une expérimentation. Il a pris 15 gamins dont le quotient intellectuel n'était pas en doute, mais qui étaient fondamentalement de gros cancres. Et il a passé un deal avec eux, et donc avec moi, parce que j'étais sélectionné pour faire partie de cette expérimentation. On a découvert que tous ces gamins avaient des passions. Alors, pour la bande dessinée, pour l'ébénisterie, pour moi, pour la poésie, le théâtre. Et il nous a dit, on va passer un contrat, on va s'occuper de vos passions, on va même les développer, on va vous aider, on va vous faire rencontrer des gens. Mais en échange, vous vous engagez à faire le minimum syndical sur le plan scolaire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, grâce à lui, j'ai eu mon bac. Mais surtout, grâce à lui, j'ai pu développer mon goût pour toutes ces choses-là, notamment écrire un pièce de théâtre, et notamment aller à ce fameux club des poètes qui existe toujours, qui était créé par Jean-Pierre Ronet, qui était un grand résistant et fou de poésie. Et c'est un cabaret à Paris, un club où tous les soirs, on va manger et écouter de la poésie. Il se trouve où, ce club? Par rue de Bourgogne? Rue de Bourgogne, absolument, dans le 7e arrondissement, absolument. Vous allez devenir un excellent élève grâce à lui. L'année de votre bac, vous allez tourner 3 mois en cachette des professeurs et de l'école, de tout le monde, dans un feuilleton pour la télévision. Suivez Budard, où tout était improvisé. À 18 ans, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault vous prennent sous leur aile, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et alors qu'un professeur vous prédestinait à une carrière de vacher, ce que vous racontez avec beaucoup d'humour, post 68, vous allez créer votre compagnie Fatra. Et après ce bac à Balzac, un dramaturge, c'est amusant, vous allez vous consacrer au théâtre et devenir un des fondateurs historiques du Festival Oeuvres d'Avignon. Vous avez seulement 19 ans. Racontez-nous ça. D'abord, il faut inscrire ça vraiment dans mai 68. C'est mai 68, j'ai vécu mai 68, j'ai occupé mon lycée. C'était une époque bénie pour éclore, pour se révéler. Tout était possible. Tous les rêves étaient possibles, individuels et collectifs, puisque c'était aussi individuel. C'était la société de consommation. Donc, c'était une révolte contre la société de consommation au profit de l'épanouissement individuel. Et au plan politique, c'était l'espoir de l'avènement de la gauche, qui n'était pas au pouvoir depuis des décennies, et on rêvait d'un monde meilleur. Et donc, mai 68, pour ceux qui ont eu la chance de le vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pas passéiste que de dire ça, c'est une réalité historique. Donc, moi, j'ai occupé mon lycée en dormant sur la scène du théâtre à côté de ma professeure de sciences naturelles. Madame Le Sueur. Mademoiselle Le Sueur, absolument. Des choses extraordinaires. Et tout était possible. Je pense à la jeunesse d'aujourd'hui, qui me fait tellement peine, pas elle, mais le monde dans lequel elle vit, où tout est complexe, tout est compliqué, tout est faussé. Nous, c'était un paradis que de vivre ces années-là dans un optimisme démesuré. C'était en plus la libération sexuelle, il n'y avait pas le sida, c'était la pilule, c'était des choses absolument incroyables. C'était Woodstock, c'était la musique, c'était les Beatles, les Rolling Stones. C'était un monde où tout était possible. Et vous, qui étiez un fan de théâtre, vous allez dire, si le peuple n'allait pas au théâtre, c'est au théâtre d'aller vers lui. Vous allez jouer jusqu'à 5 spectacles par jour à l'Insax au Festival d'Avignon. Vous allez y participer une 40aine de fois. Vous allez faire beaucoup de choses dans votre carrière. Vous serez également marionnettiste en regard à votre enfance, peut-être, chez Philippe Gentil, membre permanent de l'émission de Laurent Ruquier, notamment dans tous les sens sur France Inter, et vous allez refuser de partir avec lui et sa troupe à Las Vegas. Oui, alors Philippe Gentil, qui est un
grand marionnettiste mondialement connu et qui est le premier à avoir sorti, un des premiers à avoir sorti les marionnettes de leur carcan, de leur castelet, puisqu'il faisait des spectacles au théâtre de la ville, et carrément. Et il avait notamment un spectacle de music-hall qu'il jouait à Las Vegas pendant des décennies. Et moi, il m'a proposé d'aller à Las Vegas. Et j'ai refusé. J'ai refusé d'aller à Las Vegas parce que je pensais que ma vocation était de faire du théâtre en petite compagnie, très modestement, en France. Donc, je suis resté ami avec Philippe Gentil, que j'ai encore vu tout récemment, un très vieux monsieur, magnifique. Mais oui, j'ai même eu ce luxe de refuser d'aller à Las Vegas. Est-ce que vous vous êtes parfois demandé ce que votre vie aurait été si vous aviez accepté ? Ah oui, alors je le sais un petit peu parce que je les voyais revenir de Las Vegas, ceux qui acceptaient, et c'était des pauvres épaves quand ils en revenaient, parce que vivre à Las Vegas, c'est pas marrant tous les jours. Vous savez que vous passez votre journée à la piscine, toute la journée, vous allez jouer, vous allez travailler 3 heures par jour le soir pour faire 2 ou 3 fois votre numéro. C'est une vie d'oisiveté totale, en dehors de tout monde réel, où on ne parle que d'argent, de piscine, de restaurants. Et donc, quand ils reviennent après un séjour à Las Vegas, ils sont totalement déphasés, totalement... et je suis bien content de ne pas y avoir été. Ce qui est totalement contraire à votre caractère, à vous, Alain Sachs. Vous allez devenir auteur au Guignol de l'info, Oui. Ce que vous comparez volontiers aux grands observateurs du monde, avec le second degré comme Charlie Hebdo et d'autres journaux. Quel regard vous avez aujourd'hui sur la satire ? Alors, il faut avoir un regard très attentionné, très protecteur, parce que elle prend des... C'est devenu extrêmement compliqué. Avant, il y avait des chansonniers qui faisaient le travail. Ensuite, des humoristes sont arrivés. Les grands... Alors, ceux qui vraiment... Il y avait les humoristes poètes, les Raymond DeVos et autres. Et puis, il y avait des humoristes qui faisaient ce travail de satire sur la société. Guy Bedos, Pierre Desproges, qui avaient une libre parole absolue et totale, et qui étaient les éclaireurs, les nouveaux chansonniers, qui sont rien d'autre que des journalistes. Les chansonniers sont des journalistes avec un regard accru sur le monde et par le biais de l'humour. Mais aujourd'hui, c'est quand même devenu extrêmement complexe, puisque toute prise de parole est devenue très difficile, puisqu'elle est relayée par tous les réseaux sociaux et par tous les blogs et sites Internet. Mais quand elle est relayée, elle est toujours relayée en partie, c'est-à-dire sortie de son contexte. C'est pour ça que vous avez des humoristes, certains qui se limitent à s'exprimer sur scène, parce qu'ils savent que sur scène, les gens sont captifs pendant 1h30, 2 heures, et qu'on ne peut pas, des choses très provocatrices ou très peuvent être dites, mais remises dans le cadre. C'est exactement ce que me disait Elie Semoun la semaine dernière à Absolument. votre place. Il est très compliqué d'isoler des extraits de scènes et de les mettre sur les réseaux sociaux, parce que hors contexte, ça peut très vite s'embraser. Alain Sachs, vous allez connaître le succès sur les grandes scènes parisiennes, devant et puis derrière, parce que plus d'une 40aine de mises en scène vous ont valu une 30aine de nominations, plusieurs Molières, avec d'abord, et peut-être le spectacle le plus important, c'est vous qui allez dire, le Quatuor, qui a connu 25 ans de triomphe dans le monde entier. Oui, c'est très très rare pour un metteur en scène de faire un travail sur le long terme comme ça. J'ai fait 5 spectacles avec eux. Généralement, le travail d'un metteur en scène, ça dure 2-3 mois, le temps d'un spectacle, puis vous passez à une autre aventure. Là, j'ai pu, 5 fois de suite, remonter un spectacle. Alors, le Quatuor était un groupe musical, un Quatuor classique, mais qui était des clowns, des acrobates, des danseurs qui jouaient de toutes les musiques du monde entier. Et on a eu un succès fou en France et à l'étranger. Et j'ai eu la chance de refaire 5 fois un spectacle avec eux. C'était à chaque fois une année de répétition. Et on jouait les spectacles 3-4 ans après, avant de recommencer un nouveau spectacle. Et effectivement, c'est une chance inouïe que comme un artisan, de revenir en permanence et de remettre les compteurs à zéro avec les mêmes personnes. Une pièce dans la machine, on peut dire ça comme ça. Molière de la comédie pour Accalmie passagère, du metteur en scène pour Le Passe-Muraille. J'ai regardé ce background, comme on dit, en disant que Mémé aurait été fière. Ah, je me suis jamais posé cette question, ni formulé ça comme ça, mais vous avez raison. Là, vous m'éclairez. Je pense qu'elle aurait été fière, et qu'elle aurait été aussi fière
que je sois resté fidèle à un certain nombre de choses qu'elle m'avait vraiment enseignées. Parmi les spectacles les plus récents, il y en a beaucoup, évidemment, il y en a une quarantaine, je le disais, mais il y a Cyrano de Bergerac, avec Arnaud de Samer au Théâtre Montparnasse notamment. Cyrano, c'est une longue histoire. Oui, vous savez, Cyrano de Bergerac, pour tous les gens de théâtre, c'est la pièce phare, c'est-à-dire c'est le chef-d'œuvre absolu, intemporel. D'ailleurs, les jeunes gens, quand ils découvrent Cyrano de Bergerac, ils sont aussi... c'est un héros tellement français, tellement extraordinaire, tellement sublime, que tout comédien rêve de jouer Cyrano de Bergerac, tout metteur en scène rêve de monter Cyrano de Bergerac. Moi, j'ai essayé pendant 25 ans. Et je n'ai pas Alexis réussi. Michalik vous a pris la lumière, entre guillemets, à ce moment-là. Sauf que vous n'avez pas baissé les bras. Absolument, il m'a pris la lumière parce que j'avais un projet de monter Cyrano de Bergerac d'une certaine manière. Et quand il a fait son spectacle Edmond, je me suis dit, il y a un petit souci là, je vais vite voir Edmond. Et j'ai vu qu'il avait un point de vue très très proche de celui que je voulais avoir à ce moment-là. Donc j'ai laissé tomber l'affaire pendant un petit moment, jusqu'au jour où, montant des pièces de Molière avec Arnaud de Samer pour la télévision, pour fêter l'anniversaire de la mort de Molière, je monte 4 pièces de Molière avec Arnaud de Samer à la faveur d'un petit pot ou d'une pause entre 2 répétitions. Je lui dis, c'est quoi ton rêve dans la vie au théâtre? Parce que je savais qu'il venait du théâtre, je l'avais vu au théâtre, moi, Arnaud. Les gens ne savent pas, imaginent pas souvent que les humoristes et autres viennent du théâtre au départ. Et il me dit, moi j'ai un rêve, c'est de jouer Cyrano. Je dis, moi j'en ai un autre, ça fait 25 ans que ça dure, c'est de monter Cyrano. On a topé et on s'est dit, on va le tenter. Et c'est le Théâtre Montparnasse qui, l'année dernière, nous a donné la chance et la joie d'accomplir nos rêves respectifs. Vous avez réalisé votre rêve, Alain Sachs. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous pour votre livre Je m'en fous, je dis tout. On continue d'en parler, livre sorti aux éditions Nouveau Monde. On parlera également de la mise en scène de votre spectacle Imaginé, écrit et la lumière fut au Théâtre de Passy. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent pour la chronique musique de Fabien Martin, le billet du jour d'Adèle Salomon et puis le portrait de Christian Réchaume. Mais maintenant, c'est le rappel des titres. Cyrielle Sarah Cohen. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le corps de Rang Vili a été retrouvé dans un cimetière de la ville de Gaza et identifié grâce à une correspondance dentaire et d'empreintes digitales. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que le retour du corps du sergent-chef est un exploit extraordinaire pour Israël. Nous l'avions promis et j'avais promis de ramener tout le monde et nous l'avons ramené, dit-il, jusqu'au dernier, a-t-il déclaré à la Knesset. Le ministre de la Défense Israël Katz a de son côté présenté ses condoléances à la famille Vili et a remercié les soldats de Tsahal pour leur détermination. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a averti les partis ultra-orthodoxes que s'ils ne votaient pas le budget 2026, la Knesset pourrait être dissoute et entraîner des élections anticipées. La première lecture du budget initialement prévue aujourd'hui a été reportée à mercredi en raison du désaccord sur une loi exonérant les étudiants des yeshivot du service militaire. Bezalel Smotrich, Benjamin Netanyahou et les dirigeants du Chasse et de Dégal HaTorah tiennent une réunion d'urgence pour débloquer la situation. Le ministère du Tourisme israélien a préparé un plan pour évacuer les 42 000 touristes présents en Israël si un nouveau conflit avec l'Iran force la fermeture de l'espace aérien. Le plan prévoit de contacter les touristes et de les transporter vers des points de passage terrestre. Les compagnies aériennes israéliennes ont assoupli les conditions d'annulation des billets, craignant une répétition du blocage aérien de juin 2025. L'Italie prévoit de proposer à l'Union européenne d'inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes européennes. Cette initiative fait suite aux violences meurtrières en Iran lors des manifestations. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront jeudi à Bruxelles pour en discuter.
Enfin, en France, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le président Emmanuel Macron a demandé une procédure accélérée. L'objectif, une mise en place dès la rentrée prochaine. Et merci beaucoup Nina, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Alain Sachs et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J, Les meilleurs horaires de la fréquence juive. actualité juive, L'hebdomadaire incontournable de la communauté. communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Radio J, Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J, Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Alain Sachs pour son livre Je m'en fous, je dis tout aux éditions Nouveau Monde et aussi la mise en scène de son spectacle écrit Et la lumière fut, c'est au théâtre de Passy, on en parle dans un instant. Mais dans cet ouvrage, on apprend que vous avez vécu toutes ces années de travail dédiées au monde des arts et des artistes. Il y a beaucoup d'anecdotes et d'histoires. Alain Sachs, quelle est, selon vous, la plus importante, la plus incroyable que vous voudriez bien nous raconter ? Alors, la plus spectaculaire qu'on me demande souvent de raconter, c'est ma rencontre avec Michael Jackson. Ouais. Voilà, parce que ça, il faut le croire, il faut me croire, parce qu'elle a bel et bien eu lieu. Alors, c'était le Passe-Muraille au Théâtre des Bouffes parisiens, l'adaptation de la nouvelle de Marcel Aimé, qui avait fait Didier Van Kovelaert au plan du livret et Michel Legrand au plan de la musique. Et un jour, Michel Legrand m'appelle, il me dit « Ah Coco, il faut que tu m'organises ça. La semaine prochaine, il y a Michael qui vient voir le spectacle. » Je dis « D'accord, entendu. Michel, tu peux juste me préciser de quel Michael il s'agit ?»« Ah oui, pardon, Michael Jackson, bien sûr. » « Ah oui, bien sûr, évidemment. » Alors, il me dit « Tu vois ça avec son service de sécurité. » Alors, je suis mis en contact et là, on me dit que Michael Jackson va venir, effectivement, et qu'il faut que absolument personne ne soit au courant. Et pour cause, sinon c'est l'émeute absolue. Voilà. Donc, nous avons organisé la venue de Michael Jackson au Théâtre des Bouffes parisiens, dans le secret le plus total. Aucune presse ne l'a su, rien. Mais les artistes, dans ces cas-là, on est très embêtés quand on attend une imminence. Il y a ceux qui veulent savoir, ceux qui ne veulent pas savoir. Alors, je leur ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui va venir, très important pour nous. Alors, il dit, oui, alors c'est le président de la République. Non, c'est pas le président de la République, c'est Zizou. Non, c'est pas Zizou. Bon, alors, il y a la moitié qui me disent, on veut savoir, l'autre qui disent, on veut pas savoir. À commencer par Francis Perrin, qui joue le rôle principal, qui dit, moi, je veux pas savoir. Alors, je réunis ceux qui veulent savoir, je leur dis, c'est Michael Jackson. Et là, ils rentrent tous dans une panique absolue et totale à l'idée qu'ils vont chanter et danser devant Michael Jackson. Le fait est, il est venu, pas tout seul, accompagné de Stanley Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie, qui était assis à côté de lui, et nous avons passé une soirée avec lui. Quand Francis Perrin, à la fin du spectacle, au moment où le rideau se ferme pour le premier salut, me dit « Alors, c'est qui ton grand copain que tu voulais pas nous dire ?» Je lui dis « C'est Michael Jackson. » Il me dit « Très, très drôle. » Le rideau s'ouvre, et là, il voit trônant au milieu de la salle, Michael Jackson, là, il a une attaque de tachycardie quand il réalise ce qui vient de se passer. Mais la chose jolie aussi, c'est que à cette représentation-là, un professeur amateur de théâtre avait obligé ses élèves à venir voir le Passe-Muraille
Et les 30 élèves sont repartis avec un autographe de Michael Jackson. Écoutez, je dois vous raconter une anecdote parce que vous parlez de ça. Moi, cet autographe m'a beaucoup manqué parce que nous avons un point commun, c'est d'avoir tous les deux rencontré Michael Jackson. Non. J'étais sur scène avec lui en 1997 lors le dernier concert au Parc des Princes. Et je me souviens avoir dit « Je veux l'autographe ». Ça ne s'est jamais fait. On m'avait dit, il y a le chorégraphe. Et c'est vrai que j'ai gardé ce souvenir, cette histoire. Et nous sommes peut-être des seules personnes à avoir rencontré Michael Jackson. C'est assez magnifique ce que vous racontez là. Est-ce que vous avez pu, vous, avoir un autographe personnel ou lui parler, l'approcher de bien près? Alors, j'ai eu mieux qu'un autographe. D'abord, on a pu causer. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a Michel Legrand qui lui dit, tu viens dîner avec nous à côté, là, il y a un bistrot. Alors là, les yeux émerveilleux. C'était avant tout ce qui est venu un peu ternir son image. C'était au moment de la sortie de Thriller, c'était l'apogée absolue. Il dit oh oui. Et là, il y a tout le service d'ordre qui dit non, on n'a pas déminé, on n'a pas. Voilà. Donc j'ai organisé sa sortie en secret, en cachette, pour que personne ne le sache. Mais on a parlé, on a conversé, on s'est même serré la main. Tout le monde dit mais il t'a serré la main? Il avait des gants? Non, il n'avait pas de gants. On s'est serré la main pour de vrai. Et après, Jean-Claude Brialy, qui était le directeur du théâtre et qui ne ratait pas une mondanité, quand Michel Legrand lui a dit Jackson va venir, il n'a tellement pas cru qu'il n'est carrément pas venu. encore une vantardise de Michel Legrand. Quand il a su qu'il est venu et qu'il a loupé la plus grande soirée au terme de prestige qu'aurait pu être de cette soirée de sa vie, il est rentré dans une colère noire. Après, tous les journalistes dans toutes les rédactions se sont fait engueuler. Mais comment vous avez pu louper ça? C'est vrai que c'est un secret qui a été bien gardé. Et alors, pour terminer, on voulait quand même une petite photo, souvenir. Mais il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas. Alors, il y a un des comédiens qui dit il demande à Michael, est-ce que je peux demander à mon neveu de venir avec un appareil photo à la fin du spectacle? Est-ce qu'on prendrait des photos? Michael dit oui, bien sûr. Simplement, ça sera des photos privées, interdiction de les diffuser. Donc, j'ai toutes les photos de moi à côté de Michael Jackson. On vous demandera de les voir, Alain Sachs. Ils sont dans mon portable. Et vous allez me les montrer tout à l'heure avec grand plaisir. On les découvrira dans cet ouvrage. On découvre également beaucoup de jolies histoires. À savoir, y a-t-il eu une histoire d'amour entre Mireille Mathieu et vous? Ça, c'est le point d'interrogation. Vous l'évoquez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À chacun de se faire sa propre idée. On apprend que Jacques Chirac et Bruno Le Maire vous doivent beaucoup. Uderzo, vous l'avez convaincu de faire grossir Obélix. Beaucoup d'histoires, livres truffés d'anecdotes aussi. Au-delà de tout, dans votre ouvrage, vous avez aussi voulu faire un état des lieux du théâtre. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Je vous remercie parce que vous avez très bien résumé le propos. Je voulais raconter, je n'imaginais pas moi-même tout ce que j'avais vécu. C'est vraiment en l'écrivant, en faisant remonter tout ça à la surface, que je me dis que j'ai eu une vie extraordinaire avec des gens comme Michel Galabru, Clémentine Célarié, Christiana Reali, etc. Mais je me suis dit, avec des histoires absolument incroyables, mais je me suis dit, j'ai 75 ballets bientôt, j'ai vécu 50 ans de théâtre, et si je pouvais en profiter pour faire un petit état des lieux de ce qu'était le théâtre il y a 50 ans, ce qu'il est devenu progressivement et ce qu'il est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il a été, mais je ne suis pas passéiste pour autant. Les choses sont faites pour avancer, évoluer. En plus, c'est des cycles, vous savez, les spectacles qui se montent actuellement, notamment par des tas de jeunes compagnies. Vous avez des gens comme Alexis Michalik, Daguerre. La jeune génération est très prometteuse, très inventive. On est un peu sorti d'ailleurs du star system. Il n'y a plus besoin forcément d'acteurs très connus, très prestigieux pour monter un spectacle. Ça peut être des spectacles de compagnie, de troupe. Nous, on appelle ça des spectacles choraux, où c'est le projet le plus important et c'est des très bons acteurs qui les défendent. Donc, je raconte un petit peu comment tout ça a évolué, avancé, et je regarde ça avec un regard attentif et attentionné aux jeunes générations. Ce que vous dites, c'est qu'en quelques années, il y a eu une multiplication des salles, mais pas forcément du public pour autant, qu'avant, il n'y avait jamais de spectacle à 19h et que 500 spectacles en région parisienne à l'époque, aujourd'hui, contre 70 dans les années 60, donc à l'époque, ça fait quand même une grosse différence. Vous dites, et ça m'a fait sourire, que Geneviève Casil est un Stradivarius en voie de disparition.
elle est quand même en ce moment au théâtre. Elle est incroyablement au théâtre, oui. Avec La Jalousie de Guitry à la Michaudière, où elle est merveilleuse. Moi, j'observe, pour avoir un regard tout à fait neuf, évidemment, Alain Sachs, un regain incroyable pour le théâtre, et je tiens à le dire à nos auditeurs, parce que c'est vrai que au moment du Covid, les salles étaient vides, c'était catastrophique, et j'observe principalement cette année, donc en 2026, un vrai regain pour le théâtre. J'y vais très souvent, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Les salles sont pleines à craquer. Il n'y a plus de place pour mettre une épingle. Est-ce que ça vous ravit le cœur ? Ah oui, bien sûr. On a eu très froid, enfin, un moment d'horreur, de torpeur, parce que pendant le Covid, les gens, en matière de cinéma, ont switché vers Netflix et autres, vers des vidéoprojecteurs, etc. Les gens de théâtre donc, ont été sevrés de théâtre pendant quasiment 2-3 ans, et ils ont mis extrêmement longtemps à revenir. Parce que quand on commence à se passer de ce genre de choses, on peut imaginer que de très mauvaises habitudes se mettent en place. Donc ça a mis très longtemps, et vous avez raison. Cette année, on assiste à quelque chose d'important, parce que l'émotion qu'on a quand on est au milieu d'une salle, au milieu d'autres gens vivants, devant des acteurs vivants, c'est une chose. Même du théâtre filmé, quand il passe à la télévision, c'est bien déjà, mais ça ne relate absolument pas ce qui se passe. Absolument pas la même chose. Salle. Et vous pouvez en témoigner, parce qu'aujourd'hui, après le succès de Edio créa le swing, vous venez nous parler du spectacle Et la lumière fut, joué par la compagnie Swing Cocktail. 3 filles qui chantent ensemble en harmonie avec un pianiste. C'est actuellement au théâtre de Passy jusqu'au 11 mai. Un spectacle que vous avez écrit, imaginé, mis en scène pour changer la vie et aller vers nos rêves. Absolument, c'est exactement ça, c'est les Swing Cocktails, donc c'est un groupe merveilleux d'artistes exceptionnels. Vous savez, j'ai mis en scène pendant 25 ans un groupe qui est le Quatuor, donc un groupe musical, mais c'était 4 garçons. Là, grâce à ces 3 femmes, je peux faire tout ce que je n'ai pas pu faire en 25 ans avec des garçons, notamment investiguer tout un répertoire féminin. Ce sont des artistes exceptionnels, et je me bats pour le dire, je prends tous les risques pour dire qu'il faut absolument venir les voir au Théâtre de Passy, parce que je garantis sur facture l'émotion, parce que c'est effectivement un spectacle. Nous avons voulu, en cette période, donner de l'espoir. C'est-à-dire dire que oui, c'est quand même très compliqué tout ce qui nous arrive. Vous en avez encore parlé à vos flashs, à vos 2 derniers flashs que j'ai écoutés attentivement. C'est horrible tout ce qui se passe, et c'est horrible tout ce que les gens ont à traverser, à vivre, etc. Mais une des fonctions du spectacle, pas la seule, elle est aussi d'être un miroir de la réalité, mais c'est de donner un peu d'espoir. Et c'est un spectacle qui est vraiment destiné à ça. Un peu d'espoir en chantant toutes les chansons qu'on aime, c'est important de le dire, de soprano à la vieille chanson française. On a parlé chanson, musique, on y va tout droit avec Fabien Martin. Radio J. Bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alain Sachs. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est gentil d'amener un peu de lumière dans nos vies. J'ai l'impression que c'est pour vous comme un acte de résistance face à l'angoisse et aux doutes de notre époque. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, comme disait notre cher Prévert. Alors si vous le permettez, je vais moi aussi participer humblement à cette grande opération luminosité en vous présentant une artiste dont la musique brille de 1000 feux et qui caresse mes tympans à chaque fois que je l'entends, Olivia Dean. Auteure, compositeur britannique et bien sûr chanteuse à la voix bien plus chaude qu'un radiateur stéatite de 1000 watts, vous avez dû vous rendre compte que les jours commençaient à rallonger, qu'on gagnait environ 3 minutes de soleil quotidien. Et bien ça, les amis, c'est évidemment grâce au charme et aux chansons d'Olivia Dean. Extrait. Son premier album paru en 2023 parlait du désordre émotionnel et de cette sensation de ne pas être toujours à la hauteur de soi-même. Celui-ci, pochette noir et blanc, un joli pied de nez pour une musique aussi colorée, s'appelle The Art of Loving, l'art d'aimer, parce que oui, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un art. L'amour avec ses hauts, ses bas, l'amour pour les autres, l'amour pour soi-même, souvent le plus difficile à obtenir. Mélange de pop, de soul, une pointe de bossa nova, le tout passé au shaker du cœur artichaut de cette grande amoureuse de la vie.
cet album, Olivia Dean a été numéro 1 en Angleterre, numéro 1 en Australie et numéro 1 dans ma playlist pour bien commencer la journée. Alors oui, bien sûr, Cyrielle, vous allez me dire, on est dans le mainstream. Non, on adore. On adore. On adore. Peut-être dans le facile d'accès. On Et adore. alors? On adore, oui, parce que ça reste hyper raffiné, sincère. C'est du feel good, sans naïveté. Et surtout, on entend une voix qui n'est jamais dans la démonstration. Il faut dire qu'Olivia Dean a passé sa jeunesse dans les chorales gospel, là où on apprend le sens du collectif, à chanter avec les autres avant de chanter pour soi. Et lorsqu'on se lance en solo, il y a toujours la conscience des autres autour de vous. C'est une musique sans ego et on le sait, plus l'ego s'éloigne, plus le soleil se rapproche. Cela donne un album si lumineux qu'on a l'impression d'être dans une chambre d'ado avec tous les halogènes allumés et on aurait presque envie de lui dire « Mais Olivia, c'est pas Versailles ici !» Olivia Dean ne cherche pas à faire les choses parce que c'est cool. Elle cherche à faire la musique qu'elle aurait envie d'entendre. Alors, nous voilà dans la banlieue londonienne, dans une maison réquisitionnée pour l'occasion et transformée en studio d'enregistrement pendant 8 semaines, histoire d'être totalement à son aise, entourée de ses instruments et de ses collaborateurs. Attention, j'ai ramené mon piano, on s'est fait des cafés, beaucoup de tasses de thé et de vin, et mes personnes préférées étaient là. Ça a donné une chaleur et une authenticité à la musique que je voulais vraiment obtenir. Et elle rajoute, les paroles qu'on a peur de dire sont souvent les meilleures. On ne peut qu'être OK avec ça, car effectivement, comment laisser entrer ou sortir la lumière si on n'ouvre pas sa porte aux autres? Mais Olivia Dean évoque aussi bien sûr ses doutes, ses failles, et vous le savez probablement, cher Alain, comme le chantait Léonard Cohen, il y a une fissure dans chaque chose, une fissure en chacun de nous, et c'est bien cette fissure qui permet de laisser entrer la lumière. Wow, merci beaucoup Fabien Martin. Je pense que la phrase du jour, ça va être plus l'ego s'éloigne et plus le soleil se ça m'est venu rapproche. comme ça. C'est vraiment une phrase merveilleuse. Merci beaucoup. On se dit évidemment à la semaine prochaine en musique sur Radio J. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Alain Sachs. Alain Sachs, à peine le triomphe de Cyrano, dont vous avez signé la mise en scène achevée, vous voilà ici pour une double actualité. D'abord un livre, je m'en fous, je dis tout. Enfin, ce serait un peu court de le résumer comme ça. C'est un livre, c'est une autobiographie. Que dis-je, c'est une autobiographie. Ce sont vos mémoires. Et les souvenirs de quelqu'un qui a votre carrière, forcément, ça donne envie. Moi, j'avoue, j'ai une fascination pour les petites histoires de coulisses, les anecdotes. Globalement, j'aime les histoires des autres. C'est peut-être pour ça que j'aime tant le stand-up. Dit comme ça peut donner l'impression que je suis curieuse, mais en vrai, c'est vraiment de la curiosité malsaine. Disons-le autrement, j'adore les potins. C'est la seule raison pour laquelle je vais encore chez une coiffeuse à l'ancienne qui me propose systématiquement une permanente. Au moins, elle a les derniers golas. Mais votre livre, ce ne sont pas des potins. Ce sont des moments de vie, des petites histoires derrière de grandes figures du théâtre. Et ça fait rêver. Moi, ça me plonge dans une nostalgie d'une époque que je n'ai même pas connue. Un peu comme quand j'ai lu le livre du Splendide. Ça donne envie de vivre le Paris des cafés-théâtres où on pouvait croiser Michel Galabru, Jean-Claude Brialy ou Jean Rochefort. Un genre de Midnight in Paris, mais moins kitsch et plus franchouillard. Mon rêve. Parce que moi, j'ai un rapport très particulier au théâtre. J'ai commencé en colo, j'avais 6 ou 7 ans. Tout le monde pensait que c'était ma sœur qui était faite pour ça. Donc, par pur esprit de contradiction, j'ai voulu m'y mettre. Ça a toujours été comme ça avec elle. Elle a choisi espagnol LV2, j'ai pris allemand. Pas ma meilleure idée. Elle a choisi une vie saine et stable avec un mari et 2 enfants. Tandis que moi, j'ai eu un date la semaine dernière avec un mec que j'avais déjà daté en 2017. Voilà. Aucun de nous ne s'en est aperçu. Je ne sais pas si c'est une tragédie ou une comédie, mais en tout cas, c'est théâtral. Au primaire, pourtant, j'étais pas une grande littéraire. Ma mère adore raconter en boucle la même histoire. J'étais la seule élève en CP à Noël à ne savoir ni lire ni écrire. Du coup, j'ai fait de l'orthophonie et au bout de 2 séances, je savais lire comme tous mes petits camarades. Moralité, j'avais juste besoin d'être le centre de l'attention. Et depuis, ce besoin de rire, d'écrire, de jouer, de s'amuser sérieusement sur des planches ne m'a jamais quitté. Comme beaucoup de monde, ça transforme le rapport à l'espace, aux gens, au corps, le théâtre. Et c'est fou qu'on ait pu croire en 2020 que le spectacle vivant n'était pas indispensable.
J'aime autant jouer que regarder les autres jouer. Je vais tout voir. Du boulevard un peu lourd, genre Ma femme et la Colette de mon ex, à l'adaptation vaguement intello-écolo de Don Quichotte, en passant par Un fil à la patte en Harley Davidson ou Othello en version longue sans entracte. Parfois, je vais vraiment juste au théâtre pour faire des siestes. Du coup, mon Disneyland d'adulte, c'est le Festival Off d'Avignon. Quelle phrase d'intello bobo parisienne. Je deviens vraiment la caricature que je rêvais d'être. Et pour ça, je vous remercie Alain Sachs d'avoir cofondé ce moment hors du temps. Pour les festivaliers, c'est le plus bel endroit du monde. Pour les comédiens, ça ressemble beaucoup à un syndrome de Stockholm. Tous les ans, ils sont surexcités avant. Et puis, après 3 semaines à tracter rue des Teinturiers sous 45 degrés, déguisés en petit ours brun, pour jouer ensuite devant 6 personnes dans l'annexe d'une épicerie bio, ils disent tous plus jamais. Et puis l'année suivante, ils reviennent. Comme mes potes qui veulent un 2e enfant. C'est ça, la bohème. Ou l'amnésie sélective. L'an dernier, place des Carmes, j'ai croisé un groupe de touristes japonais qui n'étaient visiblement pas au courant qu'Avignon en juillet est réservé aux intermittents. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y avait des gens nus qui faisaient du slam sur un trottoir et un mec déguisé en Louis XIV qui fumait une clope en face. Bon, l'exception culturelle à la française. Mais quel moment de grâce quand on sort d'une pièce vue au hasard, les yeux embués d'émotion ou les abdos en feu à cause d'un excès de rire. Et surtout, quel bonheur de pouvoir dire en septembre « Ah, tu vas voir ça, pas mal, ouais, je l'ai vu à Avignon cet été. » Vous êtes aussi ici pour une nouvelle création, Et la lumière fut. Alors au vu du titre, je ne savais pas si c'était en lien avec la Bible ou si c'était le nouveau slogan de mon fournisseur d'électricité. Il s'avère que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un spectacle qui mêle théâtre, humour, chansons françaises et qui parle d'espoir, du fait de croire en ses rêves. Ça m'embête un peu parce que c'était exactement l'idée que j'avais pour mon premier seul en scène. Bon, je chante très mal, je danse très mal, mais je connais y jouer du piano debout par cœur et je n'ai aucun problème avec le ridicule, c'est toujours un bon début. Alors je m'en fous, Alain Sachs, je vous dis tout. Si un jour vous cherchez une nouvelle artiste avec qui travailler, à l'image de votre dernier spectacle, vous pourriez me donner, vous aussi, l'espoir de croire en mes rêves. Et quoi qu'il arrive, merci pour tout ce que vous avez fait pour le spectacle vivant depuis plus de 50 ans. Merci. Merci beaucoup, Adèle Salomon. Merci 1000 fois. Comme toujours à la fin de cette émission, c'est votre portrait, Alain Sachs. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Nous allons débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble avec Christian Richomme à ma gauche. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Alain. Bonjour Christian. Alors vous êtes le patient idéal parce que moi je m'en fous pas si vous me dites tout. Et alors on va commencer par cette enfance dans le 16e avec cet enfant qui peut être sympathique alors qu'il est resté tout au long de sa vie, on peut le confirmer. Et puis assez turbulent mais je dirais plutôt plein d'énergie. Et puis il y a eu 2 rencontres. Sa grand-mère, Mémé, et Jacques Prévert. Ces 2 rencontres vont faire en sorte que ce chemin va s'initier, qu'il va y avoir cette piqûre du théâtre, et puis ce côté rintintin, où on va avancer, et où on va être un petit peu différent à l'école. On est à Agençon 2 fois, et vous êtes dans l'autodérision parce que vous nous dites « ouais, j'étais un cancre ». Aujourd'hui, on pourrait dire que vous êtes plutôt un génie dans votre domaine. Et alors, en fait, c'est juste différent et animé par quelque chose de différent. Ce différent, c'est cette piqûre du théâtre que nous avez indiqué et cet effet que vous êtes un créatif infatigable. Et ce programme vous a permis, justement, d'être créatif et de tout oser. De tout oser et ces différents genres, que ce soit le théâtre musical, que ce soit le quatuor, que ce soit la comédie, que ce soit le classique, la chanson, avec qu'on passe de R à Cyrano. Donc en fait, une curiosité insatiable et infatigable, et tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez un rapport à l'art qui est comme de l'exploration en fait. Une façon, comme vous nous l'avez dit, un peu timide, mais qui ose. Et je rajouterais, avec de la ténacité. 25 ans pour Cyrano, c'est de la ténacité. Et toujours créatif à créer les choses telles qu'elles existent ou telles qu'elles n'ont pas encore existé, comme le Festival Off d'Avignon, qui est un vrai succès, en même temps que le festival. Chez vous aussi, il y a beaucoup d'humour et d'autodérision, une façon de ne se prendre au sérieux, de diminuer sa distance avec l'ego, et de faire en sorte cette capacité de tout transformer en humour
avec un rapport apaisé. Et puis, vous n'êtes pas revenu comme une épave de Las Vegas. Et puis, il y a ce côté humaniste, ce côté poète que vous avez eu dès le départ et que vous conservez encore aujourd'hui, soucieux des autres, de la condition humaine, avec ses doutes, ses espoirs, ses rencontres. Mais vous utilisez la culture comme résilience, fidèle à vos valeurs, à celles de votre grand-mère, tout cela pour changer la vie. Alors sur Radio J, on a appris aujourd'hui de vous que vous étiez un homme très polyvalent, que vous étiez généreux, que vous étiez joyeux, avec beaucoup d'enthousiasme et profondément humain. Vous faites un dialogue entre les émotions, l'humour et la vie quotidienne. Et avec vous, l'art n'est pas seulement un spectacle, mais un lieu de lumière où chacun peut se reconnaître, guérir, vivre, le tout avec votre générosité, ce goût du collectif et cette manière bien à vous de transformer la vie en matière vivante. Bravo, ça c'est incroyable. C'est du direct live, ça. C'est du direct live, du vrai. Merci beaucoup, Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis à jeudi sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Alain Sachs. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Je m'en fous, je dis tout aux éditions Nouveau Monde et aussi pour la mise en scène de votre spectacle écrit La Lumière fut au théâtre de Passy. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Oui, alors je vais citer mes camarades de La Lumière fut, parce qu'il faut... À quoi bon parler d'art si on ne cite pas les artistes ? Exactement. Alors, les artistes sont Annabelle Sedic-Thibault, qui est aussi la directrice musicale du groupe, Alice Bureau, Morgane Touzalin-Macabio, Anne Hercher, Jonathan Soukas et Jaïs Gilles. Voilà qui est fait. On les embrasse et on leur souhaite une belle envolée dans ce spectacle, évidemment. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Merci à vous d'être venus nous voir pour nous parler de vous, évidemment, et de ce théâtre magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukaïev. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Bernard Bitton pour le retour de la comédie musicale Le Sel et le Miel et son spectacle en tournée Je n'ai pas dit mes derniers mots. À demain à toutes et à tous sur Radio J.